Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première web conférence organisée conjointement entre KCIS et le groupe Cadre École, enfin Cadre École et ça. Aujourd'hui, donc sur cette première initiative et cette première web conférence, on va revenir avec vous sur le premier bilan de la campagne blé, céréales, oléagineux 2019-2020 et puis on va regarder ensemble, analyser ensemble les perspectives 2020-2021. Aujourd'hui, je suis accompagné avec mon collègue Xavier Casdal de la direction de l'agroalimentaire et expert grande filière. On va donc commencer ensemble. On va regarder donc le sommaire de cette webconférence. On va avoir une première partie qui sera vraiment consacrée sur le bilan 2019-2020. On regardera ensemble ensuite les perspectives sur 2020-2021. On aura un petit point sur le complexe oléagineux avant de passer à vos questions. Et à ce moment-là, vous pourrez en fait télécharger la présentation. Donc, vous aurez la possibilité de télécharger la présentation et on répondra ensuite à vos questions qui sont déjà nombreuses. Je laisse la parole à Xavier. Merci Cédric. Bonjour à tous, Xavier Casdan. Donc, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est de faire un premier bilan sur la campagne donc blé 2019-2020 pour quand on regarde donc la courbe des prix de cette campagne que vous avez donc en pointillé noir. Un démarrage de campagne qui était sur des prix plutôt bas et voire baissiers, lié à une très très bonne récolte au sein de l'hémisphère nord. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, les prix ont repris une tendance plutôt haussière. En lien avec deux informations importantes. La première étant un fort dynamisme en fait des besoins des principaux pays importateurs qui ont été très très vite aux achats. En parallèle avec la perspective d'une récolte très moindre sur la partie hémisphère sud. Et du coup, la crainte de ces pays importateurs d'avoir des prix un peu trop élevés les ont incités à être plus rapidement aux achats et sur des volumes finalement conséquents. Et puis donc la crise sanitaire du Covid-19 est arrivée, avec bien entendu un impact sur le prix du blé tendre, alors qu'on ne voit pas forcément ici parce que la chute a concerné toutes les matières premières, mais sur le blé tendre, elle a été de courte durée, une dizaine de jours, et très vite, le prix du blé est reparti à la hausse, en lien avec, bien entendu, le soutien de ces mêmes pays importateurs qui sont revenus aux achats pour assurer la sécurité alimentaire en constituant des stocks stratégiques. Et tout ça a permis de soutenir les prix. Et puis l'autre information qui a permis de soutenir les prix, ça a été bien entendu les conditions météorologiques à cette période-là, avec la présence de déficits hydriques dans deux zones en particulier, l'Europe, la France en particulier, mais aussi un certain nombre de pays de mer Noire. Donc les influences de ces conditions météorologiques ont eu et ont permis de soutenir ce prix du blé. Donc la volatilité et ces incertitudes en fait ont permis effectivement à ce que le prix soit plutôt haussier et baissier parce que les pays de la mer Noire ont reçu davantage de pluie ces dernières semaines, ce qui a effectivement joué avec une tendance plutôt baissière en termes de prix. Alors, en termes d'utilisation sur le blé tendre au niveau national, donc vous avez en dessous des pointillés noirs en fait les utilisations intérieures et au-dessus en gris les exportations. Alors, dans un premier temps, sur les utilisations intérieures, deux informations. Le Covid, effectivement, finalement, aura quelques impacts en matière d'utilisation de tonnage sur les filières meunerie et biscuiterie, pâtisserie, toute la partie boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Mais quand on regarde les chiffres estimés par France Agrimaire à travers son conseil spécialisé des céréales, on constate que les volumes finalement en baisse sont quand même relativement maîtrisés. Et la deuxième information sur les utilisations intérieures, c'est l'utilisation du blé tendre concernant le débouché fabrication d'alimentation animale, favorable pour le blé en début de campagne. Par contre, en milieu et en fin de campagne, beaucoup moins, en lien avec cette augmentation des prix et en parallèle avec une meilleure compétitivité pour le maïs. Donc, conséquences sur les fabricants d'alimentation animale français, mais également l'exportation de ce même blé tendre vers les pays de l'Union européenne, revue en baisse, liée à cette moindre compétitivité par rapport au maïs. France Agrimaire s'attend à ce que les stocks fin de campagne soient plutôt élevés,
autour de 2,8 millions. Alors je relativise le terme d'élevé, ça reste quand même dans la moyenne des 5 dernières années. Donc ce n'est pas non plus une catastrophe et c'est plutôt sécuritaire justement par rapport à la prochaine campagne. Alors là où il faut insister, c'est bien entendu les exportations vers les pays tiers avec pratiquement 13,4 millions de tonnes, donc c'est quand même un record, il faut bien le souligner. Et quand on regarde le graphique du dessus avec les flux d'exécution d'exportation de blé tendre sur la campagne 2019-2020 que vous avez en vert et qu'on le compare avec la moyenne 2014-2018, on voit bien que dès le début de la campagne, on était sur des niveaux d'exécution particulièrement élevés. Et alors, contre toute attente, pendant la période du Covid, pendant la période de la crise sanitaire, un mois d'avril extraordinaire, exceptionnel, avec un peu plus de 1,9 million de tonnes d'exécutés. Donc c'est quand même effectivement un record. Tout ça s'explique par plusieurs éléments. On avait effectivement au démarrage un disponible exportable important, 39 millions de tonnes de production, donc pratiquement plus de 20 millions de tonnes de disponibles exportables à disposition. Une parité euro-dollar plutôt favorable en début de campagne, beaucoup moins vrai en cette fin de campagne, et puis une qualité plutôt dotée d'une très bonne qualité. Donc, ce qui a permis d'ailleurs en matière de destination de reconquérir des parts de marché qu'on avait un petit peu perdues ces dernières années, notamment vers les pays de l'Afrique subsaharienne. Il faut bien entendu rappeler que l'Algérie restera encore notre premier client vers les pays tiers, avec pratiquement plus de 5,6 millions de tonnes. Et puis le retour en Égypte, même si c'est un retour à relativiser, parce que nous restons quand même malgré tout le quatrième fournisseur, après la Russie, l'Ukraine et la Roumanie. À noter également qu'on a eu l'occasion d'exporter un certain nombre de matières de blé tendre vers la Chine, pays plutôt fortement demandeur de matières premières agricoles. Concernant le maïs, alors très vite, le maïs, lui, a été très impacté par le Covid et aussi par, bien entendu, la chute du prix du pétrole. Chute du prix du pétrole qui était liée pas seulement au Covid, mais liée au fait qu'il n'y avait pas d'accord entre les producteurs de pétrole. Mais la crise sanitaire a mis en fait finalement tout le monde d'accord autour de la table pour trouver et limiter la production, ce qui a permis effectivement au maïs, après la chute, de rebondir. Le maïs étant bien entendu lié à son utilisation en matière de fabrication de bioéthanol, et par effet ricochet, bien entendu, le maïs, la matière première, a suivi les tendances de tout ça. Donc le rebond est bien entendu lié aussi à la reprise économique, bien entendu, dans un certain nombre de situations internationales. Alors, très vite, perspective en matière de céréales sur la campagne 2020-2021, avec très vite en France, simplement rappeler qu'on est sur une baisse de surface au niveau des cultures d'hiver, notamment le blé, pratiquement moins 400 000 hectares par rapport à 2018, avec bien entendu des conditions difficiles d'implantation. Et donc une conséquence, une forte augmentation sur les cultures de printemps, pratiquement plus 8% sur le maïs, et l'orge de printemps plus 14%. Orge de printemps utilisée surtout en matière de fabrication d'orge de malt, car l'orge de printemps étant surtout destinée à la fabrication de malt en particulier. Alors en matière de prévision, alors on commence bien entendu à avoir des chiffres sur les différents niveaux de production sur la partie hémisphère nord, bien entendu aussi sur la partie hémisphère sud. Deux informations importantes, une zone où les prévisions de récolte sont plutôt en deçà des années précédentes, l'Ukraine, avec une estimation qui tourne autour de 26,5 millions de tonnes, très en deçà par rapport à leur récolte record de 2019, 29 millions. Donc il faut relativiser quand même un petit peu ce chiffre, parce que finalement, si ça se passe comme ça reste quand même finalement une bonne récolte. L'Union européenne, qui de par le déficit hydrique particulièrement important de ce printemps dernier, connaîtra a priori une forte baisse de sa production, et au sein de l'Union européenne, bien entendu la France,
où pour le moment les chiffres sont dans une fourchette qui tourne autour de 31-34 millions de tonnes. Encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que tant que c'est pas récolté, finalement, on ne sait jamais réellement ce qu'il y a dans tout ça. Exactement. Et pour appuyer donc, sur les propos de Xavier, sur les premiers échos qu'on a des opérateurs et des analystes, globalement, sur la récolte française, on pourrait avoir peut-être une bonne surprise avec des rendements qui seraient autour de 7.1, 7.2, donc avec une baisse des surfaces, on serait proche des 33, 34. Mais tant que c'est pas récolté, pour le moment, on a cette incertitude, mais au fur et à mesure, depuis le mois de mars, avril, au fur et à mesure, ces chiffres, en fait, ont plutôt tendance à revenir au-dessus de 32 millions de tonnes. Donc, ça sera à suivre. On a eu des belles conditions climatiques. On va pouvoir avoir les premiers blés coupés. Donc, c'est jamais les meilleurs d'ailleurs au début, donc on verra au fur et à mesure que le temps passe. On devrait pouvoir lever ces doutes. Tout à fait. L'autre information, c'est ce qui est prévu sur l'Australie. Rappelez-vous, l'Australie, ces 3 dernières années, avec les problématiques de sécheresse, avait connu des récoltes vraiment très très mauvaises. Pour le moment, tout est en adéquation pour que l'Australie revienne sur le marché avec une production. Alors encore une fois, ils viennent de semer, donc il faut être extrêmement prudent. Mais pour le moment, si les conditions perdurent, on peut s'attendre à une production autour de 24-25 millions de tonnes, donc un retour à une situation normale. Et puis enfin la Russie. La Russie qui sera probablement encore la grande gagnante de cette récolte 2020, campagne 2020-2021, avec une forte augmentation en fait des surfaces d'hiver, des blés d'hiver, profitant finalement du réchauffement climatique et bien entendu avec des blés d'hiver conséquents, les rendements seront certainement meilleurs, d'autant plus qu'en termes de conditions météorologiques, ils n'ont pas été a priori impactés. Du coup, on s'attend à ce que leur disponible exportable soit encore particulièrement conséquent avec pratiquement a priori 36 millions de tonnes, sachant que leur niveau de production aujourd'hui, la fourchette, dans ce qu'on peut entendre, est comprise entre 76 et 79. Agritel hier a annoncé 77,5. Donc un niveau de production plutôt encore une fois important. Donc portera bien entendu un poids important sur le prix directeur en ce début de campagne. Et encore une fois sur ces chiffres. Pour appuyer sur ces propos, il faut bien mettre en perspective 2 choses. Au mois de mars, on était plutôt sur des chiffres d'analystes autour de 72 millions de tonnes. Au fur et à mesure que le temps est passé, le territoire est tellement immense que finalement l'impact du rendement dans les blés du sud, donc de la Russie, est finalement compensé par une perspective de belle récolte sur les régions de la Volga et les régions centrales de la Russie. Le pays est tellement énorme qu'au final, aujourd'hui, on se rend compte que le disponible exportable, c'est plus que la récolte française. Donc au final, la Russie devrait au moins faire, pour le moment, la deuxième récolte historique. Peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a des analyses comme Sizov ou Sovecon qui sont au-dessus de 80 millions de tonnes. Donc, voilà, au fur et à mesure que le temps a passé, les incertitudes vont être levées, mais en tout cas, ça pourra peser également sur les prix. On le verra ensemble tout à l'heure. Alors, on est bien parti quand même pour que le bilan blé tendre 2020-2021 soit plutôt lourd. Donc, qu'en est-il, Cédric, sur l'analyse technique, en fait, sur l'analyse technique? Alors, justement, on parle souvent de pression récolte, et ce qui est important, c'est vrai au fur et à mesure que les années passent, que ce soit des opérateurs ou des brokers ou les traders, on a toujours en tête cette partie pression récolte. Donc mon travail sur ces dernières semaines, c'était d'analyser si elle est vraiment réelle, et donc de prendre du recul sur le job et de se dire, ok, pression récolte, on va essayer de l'analyser. Sur le tableau ci-dessous, vous avez la moyenne des performances des matières premières, donc sur le matif et les commodities US, wheat, corn et soja. Donc c'est la moyenne 5 ans sur des mois en fait glissants. Donc 15 juillet, 15 août, 15 août, 15 septembre et 15 septembre, 15 octobre. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que sur la période 15 juillet, 15 août, à part le maïs matif qui progresse en règle générale de 3%, le blé matif recule en moyenne de 1,6%. Et c'est particulièrement vrai, donc une pression récolte durant la période estivale, donc durant l'avancée des chantiers. C'est particulièrement vrai sur les produits US, sur les commodities US. Donc le wheat recule de un peu plus de 3,5%. On a le maïs US qui recule de 3%. Et on a également un soja US de 3,5%, un peu plus de 3,5%. Et ça s'enchaîne ensuite derrière sur le mois d'août. Donc en fait, 15 juillet, 15 août, 15 août, 15 septembre, on a une grosse pression récolte qui vient des États-Unis. Et derrière, souvent, on a un matif qui suit et qui baisse un peu. Par contre, on voit une résilience des matières premières
sur la période 15 septembre, 15 octobre, et c'est souvent le cas derrière, après la récolte, on a une reprise, une dynamique export aussi qui reprend, et on a des marchés qui remontent. Donc ce qu'on peut s'attendre, c'est qu'aujourd'hui, on a une probabilité de baisse de 80% en moyenne sur cet été, sauf surprise. Ça peut être un risque géopolitique, ça peut être des conditions climatiques qui se dégradent. Donc sauf surprise, sauf événement exceptionnel, on a plutôt cette probabilité de baisse qui est importante. Sur le blé matif, on a donc un peu plus de robustesse. Et donc du coup, on devrait pouvoir avoir un marché qui devrait s'ajuster. On va le voir juste après d'ailleurs. Avec l'analyse technique sur le blé matif, on est donc sur le septembre 2020 que vous voyez ici. On voit très rapidement trois phases. On a eu une phase brutale de baisse pendant le coronavirus, qui a été liée particulièrement à la baisse importante des marchés financiers, la baisse importante sur le pétrole, etc. Et les marchés sont interconnectés. On a eu cette baisse-là. Ensuite, on a eu une remontée des cours qui s'explique, comme vous l'a dit Xavier, sur la bonne dynamique à l'export. On a eu des très bons exports, et puis des achats bons comptes, et finalement, ensuite, le marché est venu en fait consolider sur une période, sur un range entre 183 € et 190 € jusqu'à très récemment, jusqu'à mi-juin. Et au final, la rupture de 180 € sur le blé septembre, ça a entraîné vraiment une pression baissière. Et on est revenu chercher donc le comblement du gap qu'on avait laissé ouvert entre 178,25 et c'était 179,50, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, le contrat marque une pause. Ce qu'on voit, c'est qu'on avait une belle figure en diamant. C'est une figure qui est assez rare techniquement. Consolidation, sortie par le bas. Et là, on est en train de tester des zones de Fibonacci. On est en train d'être sur marquer une pause sur la zone de 177 €. Alors, avec une pression récolte sur le blé, pour aller vite sur ce point, on pourrait s'attendre à avoir un marché qui viendrait s'appuyer sur la zone des 172, 173 €. Ce qui veut dire que la baisse est plutôt limitée sur le blé matif. Si on regarde derrière, donc sur le wheat US, et donc la capacité, les perspectives du wheat US à court terme sur l'été, on a vu donc sur le tableau précédent que le wheat US était en règle générale sur les 5 dernières années vraiment sous pression récolte et qui baissait d'un peu plus de 7 à 8% en moyenne. Donc on a deux choses. On a une manque de compétitivité du blé US sur la scène internationale. On a eu un dollar qui était globalement assez fort. Et puis aujourd'hui, on a, il faut se dire, des conditions climatiques qui sont jugées très bonnes. On le voit sur les blés d'hiver. Sur les blés de printemps, on a également une météo qui s'annonce plutôt bonne aussi pour les prochaines semaines. Ce qui fait qu'on va avoir une récolte qui sera dans la moyenne et que ça devrait venir peser également sur les cours. Tout comme la récolte mer Noire, tout comme les perspectives en Argentine, les perspectives en Australie et également au Canada. Donc on a un bilan global qui est globalement jugé lourd par les opérateurs. Et donc cette pression récolte pourrait envoyer le contrat sur la zone des 4,50 $. Ensuite, on a le jeu toujours des spéculateurs et des fonds qui sont aujourd'hui globalement short, mais ils ont encore, short, donc c'est-à-dire qu'ils sont plutôt net vendeurs, mais ils ont encore une capacité à vendre, ce qui, on verra plus tard, ce qui n'est pas vraiment le cas, ou moins le cas sur le corn US, sur le maïs US. Donc capacité du contrat, la zone c'est des 4,50 $ à peu près pour le wheat US sur l'été. Ok, alors très vite, en termes de perspective 2020-2021 sur le maïs, alors même chose, même si les récoltes sont encore très loin, on est quand même aussi sur des perspectives plutôt lourdes, en lien avec une augmentation des surfaces et des conditions de semis plutôt favorables sur l'ensemble des bassins de production, y compris bien entendu aux États-Unis, avec toujours quand même un petit point d'interrogation sur la réalité des surfaces. On sait que il y a un jeu important dans la décision de l'assolement au moment et en lien avec le rapport maïs-soja qui finalement était plutôt favorable au soja. On attend le prochain rapport de l'USDA très prochainement pour justement avoir cette précision-là. Mais globalement, indépendamment, je pense que ça ne portera pas fortement préjudice sur, de toute façon, la perspective d'un bilan un petit peu plus lourd, sous réserve, bien entendu, d'incidents climatiques majeurs dans d'autres zones. On attend effectivement aussi de bonnes perspectives sur toute la zone mer Noire et en particulier sur la partie Ukraine. Des facteurs haussiers potentiels, bien entendu, mais pour le moment plutôt des facteurs baissiers qui sont un peu plus importants, liés bien entendu aux effets du Covid et notamment par rapport à tout le secteur d'élevage et notamment sur la zone Amérique, sur lequel les fabricants d'alimentation animale seront certainement un petit peu moins présents
et donc devrait générer davantage de disponibilité sur le marché, donc tirant encore un petit peu plus à la baisse le marché. Et sur le maïs, il faut bien se rendre compte, sur le maïs US, que on devrait faire autour de 405-406 millions de tonnes aux États-Unis. Les conditions sont idéales. Et pour prendre du recul aussi encore par rapport à tout ça, on va encore dépasser les milliards de tonnes dans le monde. Donc c'est énorme. Et derrière, à côté de ça, donc on parle d'offres. Ce qui va être intéressant d'analyser, ce qu'on voit ensemble avec Xavier, c'est quelle va être la demande et l'incertitude. Donc ça, ça peut être le point également haussier avec une éventuelle seconde phase coronavirus, etc. et les impacts. Et on a aussi le Brésil, l'Amérique du Sud, qui aujourd'hui pourrait arriver peut-être avec une production globale de 103 millions de tonnes, ce serait au-dessus de 20% sur la moyenne 5 ans. Donc ça sera à suivre également plus tard. Cédric, l'analyse technique par rapport à cette perspective-là? Sur l'analyse technique, sur le corn US, alors sur le corn US, on regarde vous avez un graphique sur le blé, sur le corn décembre 2020, pardon. Aujourd'hui, on a donc plusieurs choses. On a un bilan qui se présente plutôt lourd également, donc des belles perspectives mer Noire aux États-Unis, sur l'Amérique du Sud. On a des conditions météorologiques qui sont favorables, mais alors attention, plusieurs choses. On a des fonds, on le verra dans le graphique d'après, dans la slide d'après, qui sont historiquement bas. C'est-à-dire que les fonds ont pris une position vendeuse nette très importante depuis le début de la phase du coronavirus, et on le voit d'ailleurs sur les graphiques, avec au final un point bas qui est arrivé à 3,25 $ sur le décembre. Aujourd'hui, pour KCIS, et encore, il faut prendre du recul, c'est de l'analyse technique, donc c'est toujours difficile, il faut vraiment la mixer avec les fondamentaux, mais entre des fondamentaux lourds et donc des graphiques qui nous montrent qu'on a une baisse potentielle qui va être limitée. Donc 3,25 $ sur le corn décembre. Pourquoi? Parce que les fonds qui sont très short pourraient, en cas de problème météorologique, faire du short covering, c'est-à-dire racheter leurs positions qui sont nettes vendeuses. Et attention, on va rentrer dans la période de floraison. Et donc, le maïs américain va avoir besoin de beaucoup d'eau. Si on regarde les cartes sur les 10-15 prochains jours, les conditions sont idéales. Les notations de culture sont très bonnes. On le voit dans l'Iowa, elles sont à 81%. On a des niveaux au-dessus des moyennes. Maintenant, rien n'est joué et donc on peut vraiment avoir un contrat qui peut être acheté. Et donc, globalement, le potentiel de baisse est vraiment limité, j'insiste, sur le corn US. On est plutôt dans une logique derrière de remonter en cas de problème. Sur la slide que vous voyez à l'écran actuellement, c'est donc la position des fonds dont je viens de vous parler. Donc, contrat option plus futur, on est autour des 270 000 contrats short. On était quasiment proche des 300 000 contrats la semaine dernière. Donc le weather market, c'est ce qu'on entend parler. Weather market, pression récolte bien évidemment, mais ce sont des termes qu'on entend souvent parler, mais il faut prendre du recul. Et là, on se rend compte que finalement, la position des shorts pourrait peut-être insuffler une dynamique plutôt positive sur les cours du corn US en cas de pépin ou de coup de chaud. En fait, au moindre coup de chaud, sur cette période critique, ça peut faire rebondir les cours. Voilà. Ok, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de passer très vite sur le complexe oléagineux, donc en s'intéressant plus précisément sur un des débouchés qui est le biodiesel, qui a été effectivement emporté par la crise sanitaire en même temps que la chute du pétrole. Et donc avec la perspective et la réalité d'une crise économique et donc d'un ralentissement économique. Par exemple, la consommation de gazole en Europe a baissé sur le mois d'avril de pratiquement 40%, moins 61% en France, donc des conséquences en termes de prix très fortes sur bien entendu le biodiesel. Pour alimenter ce biodiesel, bien entendu, c'est toutes les conséquences que ça peut avoir sur les matières premières utilisées, notamment les huiles végétales, qui ont, pour les principales, entre l'huile de palme, l'huile de soja et l'huile de colza, suivi bien entendu les tendances, avec une accentuation peut-être un petit peu plus forte sur l'huile de palme, qui est vraiment corrélée un peu plus au pétrole que les autres matières premières, sachant que pour l'huile de palme, on était plutôt, et globalement, avant la crise, on était plutôt sur des tendances haussières avec une forte demande, mais qui, pour le palme, avait été aussi un peu impacté par des tensions entre l'Inde et la Malaisie pour des raisons diplomatiques. Le soja, avec la problématique de la guerre commerciale avec la Chine, malgré un accord, mais sur lequel il n'y avait pas forcément eu à nouveau d'échanges et d'importation de soja américain. Et puis le colza,
dans ce contexte-là, plutôt sur un bilan européen plutôt déficitaire, qui malgré tout était plutôt se maintenait. Justement, c'est ce qu'on voit sur ce graphe où, quand on regarde le bilan colza, on voit effectivement, concernant la graine, la chute liée au Covid, mais que finalement, les prix sont plutôt résistants. Encore une fois, la complexité de tout ça, c'est qu'on ne peut pas regarder stricto sensu le colza, il faut regarder bien entendu l'ensemble des autres matières premières qui sont utilisées pour la fabrication du biodiesel en particulier. La conséquence de tout ça, quand même, c'est qu'effectivement, ce prix du colza, en lien avec son autre débouché que sont les tourteaux de soja, eux ont augmenté de façon assez significative, et donc ça a eu un impact, bien entendu, sur toute la filière fabrication et la filière élevage. Alors, en termes de perspective, on s'attend là aussi sur des bilans plutôt lourds sur l'ensemble toutes les matières premières qu'on vient d'évoquer, entre bien entendu la matière première végétale, entre le soja, le colza et le tournesol, mais aussi le palme et par effet ricochet bien entendu les huiles. Concernant le soja, on s'attend effectivement à l'échelle, donc, et notamment au niveau de la production prévue en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, à des fortes augmentations, avec pour le moment une météorologie plutôt favorable à sa production. Et puis dans ce contexte-là, une production de colza européenne encore a priori décevante, même si, encore une fois, bien entendu, la récolte n'a pas encore vraiment démarré, mais les perspectives et les prévisions sont plutôt très, très inférieures et très en deçà. Et quand on regarde ce qu'on s'attend en France, par exemple, on s'attend à aujourd'hui une production autour de 3,4 millions de tonnes, ce qui est très loin d'une moyenne qui tournait autour des 5 millions. C'est bien entendu lié aussi à la baisse des surfaces depuis plusieurs années sur cette culture. Mais globalement, un complexe oléagineux plutôt pléthorique, avec toutes les interrogations, bien entendu, que nous avons sur la consommation. On y revient très vite après. Alors, en termes d'analyse technique, Cédric? Alors, sur le sel que vous avez à l'écran, donc on est sur le colza. On est donc sur du colza novembre 2020. Ce qu'on peut remarquer, c'est à l'instar des autres produits, on a eu cette vague de baisse pendant la crise sanitaire. Sur le contrat, en fait, on est venu chercher un point bas à 340 € mi-mars pendant la crise. Ensuite, on a une consolidation autour de 375 €. Et le franchissement récemment des 375 € a permis au contrat de se maintenir dans un canal haussier qu'on voit très bien à l'écran. Et dans ce canal haussier qui se dessine du coup depuis un petit moment, on voit que finalement les opérateurs sont focus sur le bilan Union européenne. Et donc ce focus permet actuellement au contrat d'essayer de s'ouvrir la route vers la zone des 390 € et pourquoi pas une remontée sur la zone des 400 €. C'est un objectif qui est atteignable si et seulement si au moins 3 paramètres sont réunis. Ils doivent être réunis, c'est en gros l'aide du soja américain et du complexe oléagineux US plus globalement, les cours du pétrole. Donc on a vu que l'OPEP avait récemment continué en fait son accord sur les baisses de production. Donc cours du pétrole qui doit pouvoir repartir également à la hausse, ou en tout cas se maintenir autour des 40 $. Et puis l'aide également du palme et de l'huile de palme. Et donc notamment on a vu des bons exports récemment. On va avoir aujourd'hui les chiffres d'export sur la période début juin sur la Malaisie. Donc on va voir tout ça, ça peut peut-être tenir le contrat. En tout cas, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un colza novembre sur le matif qui peut encore continuer sa route et pourquoi pas aller chercher 390 voire 400 €. Si on regarde après un peu plus en détail sur le soja US, donc on a eu une grosse baisse aussi également pendant la crise sanitaire. On a des belles perspectives US autour de 112-113 millions de tonnes. Malgré finalement en fait cette confusion sur le deal, cette confusion comme ça avec le deal chinois, finalement les achats chinois sont quand même là. Il faudra faire attention à plusieurs choses. On a les tweets de Donald Trump, à chaque fois qu'il y a un problème. On l'a vu cette semaine encore avec les rumeurs. Il est venu finalement ramener un petit peu de calme dans le marché, le contrat se maintient. En tout cas, il va falloir suivre attentivement plusieurs choses. La zone des 8,30 $ sur le soja novembre, c'est une zone clé. Et aujourd'hui, il faut également suivre le ratio soja-maïs. On a un ratio qui est
autour de 2,5, 2,6, qui est légèrement, ça dépend des jours et des séances, mais globalement autour de la moyenne. Si on regarde par rapport à d'autres années, il a de la place pour monter, pourquoi pas aller chercher les 2,8, les 2,9, ce qui voudrait dire que avec une hausse du maïs, le soja pourrait remonter, ce ratio pourrait tourner, ce qui fait qu'on pourrait avoir un soja qui, par définition, pourrait s'ajuster et remonter et revenir chercher peut-être des points intéressants, pourquoi pas la zone de 8,80 $, voire au-dessus. Donc on a quand même, malgré un bilan lourd, on peut avoir des perspectives plutôt haussières sur le soja, même si on l'a vu précédemment, on a plutôt une pression récolte US, et donc globalement, on peut revenir chercher les points bas avant de repartir derrière. Donc l'idée, en tout cas, c'est voilà, c'est la baisse limitée autour des 8,30 $. Ok, merci Cédric. Comme vous l'avez bien compris, il y a un certain nombre de facteurs haussiers, mais aussi baissiers. Facteur haussier sur ce complexe oléagineux, c'est qu'il faut quand même rappeler qu'effectivement la Chine est plutôt dynamique en fait en termes d'achat, malgré le contexte, et la reprise économique liée au lendemain du Covid, ou tout du moins de la première vague, le confirme. On peut aussi s'attendre à ce que le marché, si tout va bien, se traduise par une augmentation des besoins en lien avec le marché réglementé du biodiesel à travers l'augmentation et l'accroissement de mandats d'incorporation dans un certain nombre de pays, mais y compris dans des pays de la zone Europe, sur lequel, par rapport aux années précédentes, ces mandats sont plutôt à la hausse. Donc de bon augure, encore une fois, pour soutenir le marché bien entendu du complexe oléagineux. Et puis il faut encore rappeler aussi que malgré tout, au niveau Europe et au niveau bien entendu français, on se dirige quand même tout droit vers un bilan plutôt tendu. Par contre, les facteurs baissiers sont aussi nombreux, avec beaucoup d'incertitudes, avec effectivement la perspective d'une deuxième vague. Finalement, quand on écoute la radio tous les jours, cette deuxième vague, elle n'est pas loin. Donc voilà, ça aura un contexte et des conséquences bien entendu sur l'activité économique et donc sur l'utilisation des différentes matières premières. Voilà, nous avons terminé. Rapide petite conclusion avant de prendre en compte vos questions qui sont nombreuses. Alors en termes de conclusion, Cédric, on peut rappeler quand même qu'on est sur des bilans globalement en perspective plutôt lourds pour toutes les matières premières. Donc c'est pas forcément très favorable pour les prix. Même si cette deuxième vague liée à cette crise sanitaire est présente, même si la récession économique, la crise économique est aussi également présente. Bref, on est vraiment dans un contexte d'incertitude. Exactement. Et ce contexte d'incertitude peut jouer sur, bien entendu, la volatilité des prix. Tout à fait. On pourrait avoir, avec un bilan globalement qui est lourd, on vient de le voir avec Xavier, peut-être un été assez calme à voir. L'incertitude sur la crise sanitaire fait que la question de la demande va être présente. Un point important sur le blé. Aujourd'hui, on a une baisse des prix sur la mer Noire avec la perspective de la récolte. On va avoir un ajustement avec le prix français, mais attention, sur les exportations françaises pour les perspectives 2020-2021, on peut avoir aussi une concurrence des blés baltes. On a la Lituanie qui se prépare à faire une belle récolte. La Lituanie, aujourd'hui, ça peut calculer sur de l'Algérie. On aura une pression également de la mer Noire. On aura aussi également une pression de l'Ukraine sur l'Indonésie. L'Indonésie sera présente aussi aux achats. C'est un pays très importateur de blé. Et puis ensuite, on aura cette question. Pendant la crise du coronavirus, on a eu un impact en fait sur les réserves de change de pays. Et donc notamment, on va avoir un focus sur l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui en fait doit, on va dire, rationaliser les coûts. Et donc aujourd'hui, on entend depuis un moment parler d'une éventuelle adaptation du cahier des charges. On pourrait avoir cette ouverture, ou pas cette année ou l'année prochaine, pour un blé mer Noire. Et donc, on pourra regarder après la possibilité avec donc un abaissement du cahier des charges sur le bec damage, donc c'est les blés entre guillemets punisés, qui pourrait peut-être ouvrir le cahier des charges à la Russie et donc nous enlever une partie des exports français vers l'Algérie. Après, ça va être un jeu de prix, encore une fois. Quid également de la demande de la Chine et quid également de la consommation sur l'Asie du Sud-Est. Et puis on va regarder surtout les besoins du Vietnam, de la Thaïlande, etc. Il y a eu moins de flux touristiques. Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes besoins en termes d'importation? Donc ça va être le jeu au fait géostratégique dans les prochaines semaines à suivre et donc sur la campagne 2020-2021. Tout à fait.
Et pour terminer, concernant la France plus particulièrement, effectivement, il y a le spectre de l'année 2016 qui plane à nouveau, entre guillemets. Encore une fois, relativisons, attendons la réalité des récoltes. Exactement. Merci de votre attention. Donc, nous arrivons maintenant à la fin de cette présentation. Donc, vous avez la possibilité de télécharger donc, le document qui vous vient de vous être présenté. Et puis, on va commencer à répondre aux nombreuses questions que vous avez, sachant que vous avez toujours la possibilité d'en poser. Alors, par exemple, une question nous est posée pour savoir concernant l'exportation de la France sur la campagne 2020-2021, quelle perspective? Alors, effectivement, tout va dépendre quand même du niveau de la production. Quand on regarde les prévisions pour le moment, il faut bien avouer qu'elles sont quand même pas très très élevées et que ça aura bien entendu un impact sur le disponible exportable. 2019-2020, avec une récolte avec 39 millions de tonnes, nous a permis d'avoir un disponible exportable tournant autour de 21 millions de tonnes, ce qui était déjà un record. Cette année, on peut plutôt s'attendre à un disponible exportable, bien entendu certainement inférieur, au moins en volume, entre 15 et 16 millions. Encore une fois avec de gros points d'interrogation, et puis tout dépendra bien entendu aussi de la qualité de cette production, sachant que les conditions météorologiques avant récolte ont été quand même particulièrement compliquées entre un déficit hydrique durable, une arrivée d'eau, une baisse des températures, tout, qui a certainement dû être favorable pour limiter la profusion de champignons par exemple. Bref, on est quand même pour le moment en grande expectative, mais on peut penser que... on va être autour des 9, 8, 10 millions de tonnes pays tiers. Pays tiers, exactement. Globalement, donc après ça sera... faut regarder, il faut qu'on aura récolté tout ça et la qualité. Exactement. Et attention, encore une fois, la concurrence. L'Argentine va être là avec énormément de blé également exporté. Donc il faudra suivre tout ça. Encore une saison passionnante. Sachant qu'il faudra aussi intégrer, bien entendu, les taux de fret. Exactement. C'est vrai que, petit aparté par rapport à la récolte 2019-2020, même si les taux de fret étaient plutôt défavorables en fin de campagne pour l'origine, enfin pour la France en fait, finalement la France a quand même pu, grâce à sa compétitivité, quand on regarde le mois d'avril, le mois de mai et les exportations records, donc il faudra aussi bien entendu suivre ça de près. Cédric, une question pour toi. Des opérateurs chinois sont-ils effectivement intervenus sur le matif ou les mouvements brusques sont-ils le fait de fonds et des opérateurs grains classiques? Alors, question pas facile. Alors, on n'a pas de réelle information au final sur ce sujet, pour être clair, sur l'intervention d'opérateurs chinois. Après, concernant le mouvement des fonds, pour être un peu plus concret, on a un développement du trading algorithmique qui est surtout vrai sur les marchés américains. On est autour des 60% de trading algorithmique sur les marchés US. Ce n'est pas encore le cas sur les matifs, même s'il y a de plus en plus de fonds qui interviennent. Aujourd'hui, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'on a plus de transparence sur les positions et quels sont les acteurs qui interviennent sur ces marchés. Avec le COT, donc le Commitment of Trader, qui est désormais publié par Euronext, c'est tous les mercredis, vous avez une position qui est très claire. Donc, je crois que c'est à peu près 2-3 ans qu'ils font ça. Sur la position globale, aujourd'hui, les fonds, ça représente moins de 30% en fait, des positions à la fois longues et short, donc acheteuses et vendeuses. Et on parle bien de 30% future option. Donc au 17 juin, les fonds ils étaient acheteurs environ 63 000 lots. Ce qui veut dire qu'au final, sur le matif, pour reprendre tout ça, les fonds sont acheteurs. S'ils retournent leur position, si les contrats baissent, ils ont en fait une possibilité d'ajouter de la pression au cours. Alors après, est-ce que c'est des opérateurs chinois ou autres? Mais en tout cas, voilà, il y a que autour de 30% de fonds qui interviennent aujourd'hui sur le matif. Le reste, c'est la filière, on va dire, la filière agroalimentaire. Ce qui n'empêche pas d'avoir un peu de spéculation de temps en temps, bien évidemment, mais globalement, c'est plutôt pour faire de la couverture. Voilà. Merci Cédric. Une question sur, alors, y a-t-il des risques de mycotoxines? Alors, pour être tout à fait honnête, nous n'avons pas eu écho à aujourd'hui de ce risque-là. D'autant plus que les baisses de température, en fait, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui ont eu lieu il y a quelques semaines, ont dû quand même, s'il y avait ce risque-là, en particulier sur les blés de fusariose,
ont dû agir pour lutter. Mais a priori, à aujourd'hui, pas connaissance de risque. Alors, nous ne sommes pas forcément des agronomes, mais étant en relation, bien entendu, avec les organismes spécialisés sur ces sujets-là, à notre connaissance, ce risque n'est pas criant ou peut-être de façon plutôt anecdotique. Une autre question, en région centre, rendement orge fourragère très bas. Alors c'est pas une question, a priori c'est un constat. Alors c'est vrai que donc avec une quinzaine de jours d'avance, donc les récoltes d'orge d'hiver ont démarré déjà depuis pas mal de temps et que les premiers retours sont pas forcément très bons, plutôt décevants et avec localement bien entendu des rendements qui sont pas fameux. Attendons la fin. Les premières coupes de blé qui ont démarré depuis ce début de cette semaine ne laissent pas non plus envisager une très très bonne récolte. Encore une fois, il est encore un petit peu tôt, mis à part le fait qu'il y a pratiquement 10 à 15 jours d'avance par rapport aux campagnes précédentes en lien avec les conditions météorologiques de ces dernières semaines et derniers mois. On a une question qui est intéressante sur l'impact d'une hausse à venir des taux directeurs sur les matières premières agri, sur les commodities. Aujourd'hui, de ce qui se passe actuellement avec la crise sanitaire, globalement, les banques centrales ont injecté des liquidités massives dans les circuits financiers. On a plutôt une politique qui a plutôt tendance à avoir des taux bas. Donc, à ma connaissance, pour l'instant, on n'a pas de remontée attendue sur le court terme, moyen terme, en tout cas pour le moment. En tout cas, par contre, au-delà du taux directeur, ce qui est important, c'est que les commodities aujourd'hui se financiarisent. Aujourd'hui, vous avez une possibilité que si, en cas d'une nouvelle vague, on peut avoir donc les marchés financiers qui peuvent de nouveau en fait reprendre une tendance baissière. On a bien vu qu'il y a eu cette première phase où les marchés ont tous dévissé, puis finalement ils ont été rassurés par le comportement des banques centrales, mais jusqu'à quand et quelles sont en fait les limites finalement de l'injection des liquidités? Est-ce que si demain on a une nouvelle vague avec une baisse de la demande et puis énormément de chômage, donc des dettes qui augmentent, est-ce qu'on va avoir donc des marchés qui vont dévisser et donc du coup un retour en fait d'une corrélation entre l'économie réelle et l'économie financière? Et donc, est-ce que finalement, on va avoir cet impact également sur les matières premières? Est-ce que les matières premières peuvent derrière baisser également dans le sillage des marchés financiers? C'est probable, mais attention, on peut aussi avoir l'effet inverse, une décorrélation des portefeuilles, notamment des gérants, c'est-à-dire qu'ils vont être short action, long matières premières. Donc, ça peut aussi donner un peu de peps aussi à nos marchés. Et ça sera intéressant à suivre sur cette décorrélation possible entre les indices financiers. Alors Cédric, je pense une autre question pour toi. Pourquoi le marché du colza a fortement baissé hier? Alors hier, pourquoi le marché a fortement baissé? On était en répète avec Xavier, pour être sincère, mais non, en réalité, il y a eu une baisse également sur l'huile de palme, oui. Et on a vu que derrière, les opérateurs ont pris quelques bénéfices suite aux dernières hausses. On a eu quelques belles hausses avec des mouvements forts, des amplitudes fortes, et donc du coup, on a eu un peu de prise de bénéfices par rapport à ça. Rien d'inquiétant, on est toujours dans un beau canal haussier. Et globalement, avec un focus vraiment des opérateurs sur le bilan UE qui est plutôt tendu, on pourrait voir techniquement, alors après c'est jamais une science exacte, c'est vraiment, techniquement on pourrait aller chercher la zone des 390 et peut-être les 400 €, mais voilà, en tout cas sur ces niveaux-là on retrouvera forcément de l'intérêt vendeur. Ok, d'autres questions? Quel impact sur les prix voyez-vous avec un risque de guerre commerciale de l'Union européenne avec les US qui se fait jour entre Trump et la Commission de l'Union européenne? Donc ça, c'est une vaste question sur laquelle, effectivement, on n'a pas forcément la réponse. C'est clair qu'on se dirige quand même dans un environnement compliqué de relations entre les zones économiques. Entre elles, on l'avait déjà vécu bien entendu, ou indirectement entre la Chine et les États-Unis. Pour d'autres matières premières, entre les États-Unis et la France, il y a déjà une guerre commerciale avec le vin, par exemple. La filière Viti est particulièrement touchée par des hausses de taxes
à l'importation qui pénalise de façon considérable les exportations de vins français vers cette destination. Donc on est effectivement dans ces environnements un petit peu compliqués qui peuvent potentiellement, bien entendu, avoir un impact sur les prix à court et à moyen terme. Puis c'est vrai qu'on a vu pendant la crise sanitaire que les puissances économiques, enfin on va dire les grandes régions économiques ont eu tendance plutôt à se renfermer. Donc forcément, ce sera à suivre également sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. On a une question sur l'évolution de la parité euro-dollar. Le FX, les devises, c'est jamais facile. Ça évolue aussi au gré des chiffres de l'emploi US, des PMI, enfin de l'industrie et autres. Au-delà de ça, on a une résistance importante sur l'euro-dollar qui est autour des 1,1330, c'est la moyenne mobile 1000 jours. Si on arrive à franchir ce point-là, ça peut ouvrir en fait la zone des 1,15$ assez facilement. Et à l'inverse, finalement, aujourd'hui, on voit depuis un long moment le contrat euro-dollar est en train d'évoluer dans un gros rectangle de consolidation, allez, on va dire entre 1,11 et 1,13 quoi, finalement. Donc pour l'instant, ça évolue très peu. Et si on regarde par rapport à d'autres années, on a un euro-dollar qui est finalement très bas, quoi, qui est finalement très bas par rapport à des moments où on était à plus d'1,30$, 1,40$. Donc au final, on a plutôt un euro-dollar qui est pour le moment favorable pour une exportation de blé français. Voilà, cette webconférence est maintenant terminée et on vous remercie vraiment de votre participation. On aura l'occasion de répondre à des questions auxquelles nous n'aurions pas pu répondre par écrit, on s'y engage. Vous allez certainement recevoir une enquête de satisfaction, on compte sur vous, parce que l'idée c'est de continuer ce premier essai, ce format. Et d'ailleurs, on vous donne rendez-vous le 15 octobre prochain, au lendemain des principales récoltes qui vous intéressent, et nous aussi. Et on sera heureux de pouvoir l'analyser, commenter, comme on vient le faire aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci. Et à très bientôt. Bonne journée, au revoir.